Donc, c'est bon, là, c'est en train d'enregistrer. Et ensuite, je peux lancer l'épisode quand vous voulez. Ok, pour moi, j'ai envoyé par mail le Zoom et sur Fun, donc tu verras au fur et à mesure, Eugénie. Oui, si tu veux le mater. Ok, pour moi, merci. C'est bon. Ok. Donc, ce sont des petites électrodes avec un bout comme ça en métal, et voilà, qui va capter des signaux très 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 faibles, elles sont très sensibles. Donc les signaux au niveau du cerveau, c'est de l'ordre du microvolt. Donc vous imaginez le volt, en gros, c'est l'unité qui passe, on va dire, dans nos prises électriques, qui est assez forte. Le microvolt, du coup, ça va être 10 puissance moins 6. Donc ça va être un millivolt, ce serait déjà 1000 fois moins. Microvolt, c'est encore 1000 fois moins. Donc 1 million de fois moins qu'un volt normal. Donc c'est vraiment un signal très très faible. Donc on a besoin d'électrodes très sensibles. Le monde de la méditation, qui, à mon avis, fait partie des mondes éminemment hermétiques. Mais quand on prend l'évolution dans l'histoire des courants de pensée ou des courants de soins, c'était hermétique à un moment, avant justement d'arriver à faire sauter les barrières et à diffuser cette mélange. Il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Du style je vais bientôt mourir, je sens que je pars. Il n'y a pas de réponse à apporter. Il y a de très nombreuses... Donc la peur, elle peut naître du fait que le soignant se sent obligé d'apporter une réponse. Il faut qu'il y ait une aide pour les naïfs, pour les non-sachants de la méditation. Et probablement qu'on a besoin d'un minimum d'arguments scientifiques pour avancer, parce qu'on a tous une culture très scientifique, très cartésienne, et que je n'oppose pas à la méditation. Sauf que l'impact physiologique, l'impact biologique de la méditation, de toute évidence, il existe, sauf qu'on ne le connaît pas. Nous ne le connaissons pas. Et je crois qu'il faut ce serait bien qu'on ait la possibilité d'accéder à un peu de vulgarisation sur le sujet pour ouvrir les yeux et se faire une idée en dehors de nos préjugés. La méditation est une activité qu'on pourrait dire une règle hygiéno-diététique. C'est tout à fait bien de temps en temps de se poser, en France, David Chaban-Schreiber disait « ça vous ferait du bien si pendant 3 minutes tous les matins vous pensez un peu à vous et ça vous fait du bien ». C'est une règle hygiéno-diététique tout à fait utile, tout à fait pertinente que chacun peut consacrer. Certains peuvent lire, certains peuvent penser à eux-mêmes, etc. devant leur glace, bref. On est bien dans une pratique de la vie quotidienne. Mais quand on rentre dans quelque chose un peu plus précis, qui a une visée spécifique de réduire le stress dans une situation bien donnée, eh bien on va rentrer par exemple dans le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, donc inventé par Kabat-Zinn. C'est une intervention non médicamenteuse. C'est une pratique sur laquelle il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a un animateur qui a été formé à cette méthode, il y a un nombre de séances à peu près établi, et il y a effectivement aussi des pratiques qui vont se faire entre guillemets à domicile. Il n'y en a pas forcément que supervisées, mais il y en a aussi à domicile, et sur lequel on rentre vraiment dans une méthode. Et c'est la différence entre des messages de santé publique, méditer, se reposer de temps en temps, bien sûr, mais quand tout d'un coup on en a fait quelque chose d'établi, c'est bien, et qu'il y a eu des données probantes, et il a fait beaucoup de recherches en particulier sur ce qui nous intéresse actuellement, sur les personnes qui souffrent de cancer. Je m'appelle Antoine Lutz, je suis directeur de recherche à l'INSERM, au Centre de neurosciences de Lyon. Quand j'ai commencé cette recherche, je ne m'étais pas vraiment intéressé à la méditation. C'était un peu par hasard que je suis arrivé sur la méditation. Moi, ce qui était ma question vraiment un peu quasi existentielle, c'est de comprendre
comprendre la nature de la subjectivité. C'est-à-dire quel est le lien entre cette qualité à la première personne, ces émotions, ce vécu qu'on a, sentiment d'exister, et d'autre part une description de la réalité qui est beaucoup plus en termes de processus, d'objets, de réactions chimiques, de physique, des lois de la physique, etc. Donc quel est le lien entre ces deux? Et ce qu'on appelle parfois un gouffre explicatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre et comment est-ce qu'on peut parler de l'un sans écraser l'autre, voilà. Et donc ça, c'était un peu ma question qui m'a animé au début et qui continue à m'animer. Et ça m'a amené à rencontrer mon directeur de thèse qui s'appelait Francisco Varela, qui était chercheur à la Salpêtrière et qui était un des premiers à s'intéresser non seulement à la conscience, mais aussi à la méditation. J'ai compris très tôt que la méditation, la pratique de méditation, l'exploration de la conscience par la conscience, c'était un point central non seulement pour l'étude scientifique de la conscience et des processus de la conscience, mais aussi c'est un engagement qui est beaucoup plus riche que simplement une exploration scientifique, mais ça a des implications éthiques dans la manière dont on est au monde, et ça a aussi des implications, on va dire, soteriologiques, c'est-à-dire comment, en lien avec le prendre soin, justement, comment est-ce qu'on aide les autres. Et donc j'ai été frappé par ça, et maintenant je comprends de plus en plus l'intégration naturelle qu'il y a entre comprendre la conscience et comment est-ce que ça amène naturellement vers le prendre soin, et réciproquement le prendre soin nourrit aussi la recherche sur la conscience. Mon directeur de thèse, Francisco Varela, m'avait dit si tu veux vraiment comprendre la conscience scientifiquement, il faut commencer aussi à la comprendre à la première personne en termes de vécu. La méditation, c'est une forme d'entraînement mental qui vise à deux grandes capacités, donc se familiariser avec le mental et d'autre part transformer le mental, transformer les habitudes. Et plus précisément, il y a 3 grandes familles de méditation. Une famille attentionnelle qui apprend à développer la prise de conscience pour pas qu'on soit happé par le mental. La déconstruction, famille déconstructive, qui apprend à lâcher prise, à se rendre compte que le mental, c'est une pensée un peu négative, c'est qu'une pensée, on peut lâcher prise. Et la 3e famille, dite constructive, va plutôt apprendre à développer et à cultiver certaines habitudes, c'est un schéma d'habitude mentale, comme par exemple la bienveillance, la compassion, la patience, etc. Et toutes ces 3 familles ont pour but de développer un peu plus, vont nourrir notre capacité au bien-être. Ces 3 familles, là, c'est un peu schématique, hein, mais elles interagissent l'une avec l'autre, et dans une même session, on peut on peut les intégrer. Alors c'est un champ qui a commencé dans les années 80, avec l'introduction de programmes de méditation laïque, comme le programme de Jon Kabat-Zinn, qu'il a introduit dans les années 80. Et on a d'abord vu des premières études cliniques qui ont montré que c'était faisable, que ça intéressait les gens, que ça pouvait les soulager dans certaines conditions psychiatriques, que ça pouvait aider dans les cas de douleurs chroniques à changer le rapport que l'on a avec la souffrance. Donc c'était vraiment le début. Et ça a amené ensuite à un questionnement sur les mécanismes d'action. Il y a plusieurs études bien faites, randomisées, cliniques, qui ont montré qu'il y a effectivement des changements dans l'anatomie du cerveau suite à ces entraînements. Et qu'on sait aussi maintenant que différents styles de méditation vont agir différemment sur différentes régions du cerveau. Quand vous entraînez par exemple la pleine conscience ou plutôt l'attention, ça va entraîner certaines régions comme le cortex singulaire qui vont être impactées par ça. Quand vous entraînez plutôt la compassion, la bienveillance, ça va affecter d'autres régions. Quand vous entraînez à vous mettre à la place de l'autre, encore une fois, ça va interagir par exemple plus sur le réseau de la théorie de l'esprit, la jonction temporopariétale par exemple. Voilà. Donc on commence à voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on leur présente un stimuli qui peut être un peu stressant? Qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, d'un coup, on a je sais pas, une voiture qui nous klaxonne, un collègue qui crie sur nous, nos enfants qui nous agacent, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une sorte, on va appeler ça un événement stressant, perturbant.
Ce qu'on a remarqué aussi avec des études scientifiques, c'est qu'il semble que les méditants réagissent forcément aussi à un événement stressant. La méditation, c'est pas ne pas avoir de réaction, c'est pas être complètement insensible au monde. Il va y avoir aussi une réaction, mais souvent les méditants arrivent à revenir physiologiquement plus rapidement au niveau de base. Revenir à un rythme cardiaque, une respiration naturelle plus rapidement que des sujets contrôle. Donc ça c'est intéressant, c'est bon, on voit qu'il y a forcément toujours cette réaction, peut-être à part chez des méditants très très expérimentés, mais en général il y a toujours cette réaction à quelque chose, c'est après de comment on le gère, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on y réagit de manière très forte, est-ce qu'on s'énerve, est-ce qu'on se met en colère, est-ce qu'on est triste, ou est-ce qu'on l'accepte tel que c'est, on le laisse passer, on le laisse être. On pense parfois que ça consiste à arrêter les pensées ou bien se détacher du monde, des sensations. En fait, c'est presque tout le contraire. En neuroimagerie, en IRM, il faudrait que je regarde, mais ce qui était vraiment très étudié, c'est au niveau de la douleur. Là, on a vraiment, c'est un paradigme simple où on présente un petit stimuli douloureux à quelqu'un, ça peut être de la chaleur, ça peut être une stimulation électrique, et on voit la réaction du cerveau. Et pareil, encore une fois, le même message, ce qu'on voit, c'est que les méditants, ils réagissent aussi. Sensoriellement, ils sont intacts, et donc voilà, ils réagissent à un stimuli douloureux. Ce ne serait pas adaptatif de ne pas y réagir. Donc les aires du cerveau, qui sont plutôt les aires primaires, donc le cortex sensoriel, le thalamus, vont réagir. Par contre, après, il y a des différences dans les centres qui traitent la douleur après, ceux qui permettent plutôt de réagir à la douleur. Donc par exemple l'amygdale, qui donne les réactions, par exemple, d'évitement, de fuite ou d'attaque, quand on a peur par exemple, quand on est triste. On voit qu'elle réagit un peu moins chez les méditants, elle est un peu moins activée. L'insula aussi, qui est impliquée dans les émotions et qui est aussi impliquée dans la perception de soi et du corps. Donc on voit que les méditants, effectivement, de faire leur pratique, semblent avoir une activité un peu plus élevée dans l'insula. Donc ils ont peut-être plus conscience de leur corps. Et potentiellement, ça leur aiderait aussi à détecter en fait quand ils réagissent trop fort à une émotion, à un stimuli. Ils arrivent à bien voir que leur corps en fait a une réaction physiologique qui est forcément naturelle, et en la détectant ils peuvent justement arriver un peu à pas forcément à l'inhiber, mais juste le fait de le reconnaître en fait ça permet de se calmer, de voir je suis énervé, il n'y a pas vraiment de raison de s'énerver, je peux juste retomber, redescendre. Donc ça c'est on va dire encore le second niveau, donc amygdale insula. Il y a un troisième niveau qui est plus on va dire de la prise de conscience de l'émotion du stimulus, c'est plutôt une sorte de contrôle qu'on peut avoir dessus. Donc là c'est au niveau frontal. Et là encore il semble que les méditants ont un peu plus d'activité dans ces cortex frontaux. Et qui permettait d'avoir cette fonction plus de contrôle, d'arriver à soit rediriger son attention, quand on a quelque chose de très stressant, je redirige mon attention sur ma respiration, je me calme, mais aussi juste en fait avoir le choix en fait de réagir ou pas à une émotion. Ça c'est plus plutôt des cortex plutôt frontaux qui sont impliqués. Un des thèmes de recherche dans la méditation de pleine conscience, c'est l'impact que cette pratique peut avoir sur la souffrance en général, donc pas simplement la souffrance physique, mais aussi la souffrance psychique. Et on a, dans nos études, on travaille sur cette question en étudiant comment est-ce que les personnes peuvent réguler des conditions de souffrance physique où on induisait expérimentalement une souffrance en faisant passer par exemple de l'eau chaude dans une thermode, de l'eau qui est autour de 47, 48, 49 degrés. Donc ça fait ça crée une intensité, quelque chose de très désagréable, mais ça ne brûle pas la peau. Et ce qu'on s'intéresse, c'est pas simplement comment on régule l'intensité, c'est un élément très très saillant et douloureux, mais on s'intéresse à l'amplification, l'exagération cognitive qui est associée à cela. Alors, on appelle parfois ça cette notion de première et deuxième flèche de la douleur. Donc la première flèche, si vous voulez, c'est simplement la douleur, de la sensation physique douloureuse, nociceptive qui arrive ici, qui ça fait mal. Mais la deuxième flèche de la douleur, c'est tout ce qui est lié à l'exagération de cela, le sentiment d'amplification lorsqu'on se soucie, qu'on anticipe que la douleur va arriver, ou on commence à
avoir un sentiment d'impuissance, de colère parce que ça se produit, de désespoir parce qu'on peut pas, on a l'impression qu'elle va durer tout le temps. Donc toute cette élaboration mentale qui vient se rajouter à l'expérience de la douleur physique, c'est ce qu'on appelle parfois la deuxième flèche de la douleur. Et je pense qu'un des thèmes centraux de la méditation de pleine conscience, c'est d'apprendre à réguler et lâcher prise sur cette deuxième flèche de la douleur. En sanskrit, il y a le mot dukkha. Et dukkha, qui est traduit par souffrance, mais plus spécifiquement, c'est un mot qui veut dire quand je ne suis plus, quand je ne vis plus en étant en adéquation avec la nature des choses. Et la nature des choses, c'est que naturellement, il y aura de la souffrance. Ce qui émerge tout de suite pour moi, c'est l'idée de compassion. Et c'est une idée qui maintenant trouve de plus en plus d'écoute dans les milieux académiques. Je cite souvent l'ouvrage du Oxford Handbook of Compassion Science, qui a été publié récemment, disons, je crois que c'était en 2017 ou 2018, et qui réunit des chercheurs au niveau international. C'est vraiment un pas important pour la reconnaissance de la compassion dans les études en psychologie, en neurologie, mais aussi en éducation. Pourquoi je pense à la compassion? Parce que justement, il y a des formes de méditation qui sont orientées sur l'augmentation, on pourrait dire, de cette capacité à nous de compassion. Donc il y a des phrases, des contemplations qu'on peut faire qui nous amènent à orienter notre conscience vers la compassion. Pour les métiers justement qui demandent une augmentation de cette capacité de compassion et d'empathie, les deux, je dirais les deux, c'est sûr que ça peut favoriser certains métiers et en même temps c'est un risque. Thupten Jinpa, un enseignant de méditation, il dit on peut muscler la compassion et en même temps, si je ne fais pas interagir la compassion avec l'idée de vacuité, je peux créer des dégâts considérables chez la personne, c'est le soignant par exemple. Pourquoi? Parce que si je veux absolument si j'adhère parfaitement à la souffrance de l'autre, je vais me sentir très mal. Tout de suite, il y a ce qu'on appelle un empathic distress, donc vraiment un malaise empathique que je n'arrive plus à contrôler. Et les personnes exposées à la souffrance, comme les médecins, comme les soignants. Et ultimement, ce qu'on n'a pas encore vraiment étudié en science, mais ça va ultimement questionner certains peut-être le biais le plus profond qu'on en a, qui est en fait cette séparation que l'on perçoit entre ce qui est perçu comme un objet extérieur à moi et moi en tant que sujet percevant, en tant que soit sujet percevant, acteur de ma propre cognition. Il y a cette séparation, c'est le mode habituel qu'on a de tu es là, je suis là, on est séparés. Mais lorsqu'on commence vraiment à explorer cette structure intentionnelle du sujet et de l'objet, on se rend compte que quelque part c'est une représentation mentale comme une autre. Et dans ces pratiques, on peut quelque part apprendre à lâcher prise ou déconstruire certaines de ce biais interprétatif lui-même, dans le cas de cet exercice de méditation, et ce que ça apporte finalement, ça apporte peut-être une capacité un peu plus de lâcher prise, un sorte de questionnement, un peu plus de flexibilité par rapport à comment on se conçoit en tant que personne dans la vie et par rapport aux autres. Voilà. Et donc voir que tous les phénomènes émergent de la vacuité, et quand je dis la vacuité, c'est le mot, dans la philosophie indienne on parle de shunyata. La shunyata n'est pas le vide, mais c'est une plénitude. C'est grâce au vide que tous les phénomènes peuvent apparaître. C'est grâce au vide qu'une galaxie peut se former, qu'un corps peut voir le jour. C'est le mot latine sanskrit qui est cheveux,
qui veut dire cheveux, SH qui veut dire enfler. Enfler la graine qui enfle. Donc la shunyata, la vacuité, et c'est ce vide, mais qui permet à la graine de pouvoir se développer. Si je mets trop de graines et il n'y a plus d'espace, la graine ne peut pas devenir une plante. Donc elle a besoin d'espace pour enfler la graine. Donc voilà, je dirais, pour faire le lien avec la philosophie occidentale, je dirais que la vacuité est la plénitude. Et c'est ce potentiel de plénitude qui est dans le vide, donc d'un vide créateur. Donc si je contemple la vacuité dans des séances bien précises de méditation, je peux voir que tous les phénomènes viennent du vide, de ce vide créateur. Et donc la maladie, la santé, ou la joie et la souffrance, la mort et la vie sont vraiment reliés dans cette idée de vacuité. Et en plus, la vacuité est toujours reliée à quelque chose. Si je prends un objet, j'ai dit cet objet, il est vide de quoi? Par exemple, je prends une fleur. Elle est vide de quoi la fleur? Elle est vide d'existence séparée. Si le soignant, ou si l'enseignant, ou si tous ceux qui sont en face d'une certaine souffrance parfois, et parfois je sens les enseignants qui disent « Ah non, 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 je ne veux pas aller au-delà parce que c'est trop pour moi, je ne veux pas toucher ça, parce que c'est un peu délicat. » Oui, mais parce qu'ils ont peur d'être en face d'une grande souffrance. Mais on ne peut pas avoir peur de la souffrance si on a bâti cette vision de la vacuité qui nous permet de voir que la souffrance et la joie sont reliées et que s'il n'y avait pas, par exemple, la mort cellulaire, je ne pourrais pas être là. Et cette conception de la vacuité et de la relation entre la vie et la mort nous permet de nous éloigner d'un paradigme occidental, par exemple, la philosophie de l'absurde. L'univers est absurde, l'homme est mal, parce que l'univers est absurde, n'a pas de sens, il y a la mort, et voilà, il y a ce malaise qui s'installe, et combien d'angoisse a pu engendrer cette vision du monde. Heidegger, l'être pour la mort. Nous sommes jetés dans le monde, mais nous ne sommes pas jetés dans le monde. Nous sommes dans une toile de la vie qui est parfaitement interdépendante. Et pourquoi l'homme occidental est devenu tellement triste d'être séparé avec les autres êtres vivants? Parce qu'avec la philosophie de Descartes, en fait, Descartes a dit, voilà, il y a la matière animée, la matière animée. Donc du coup, l'homme a été séparé de tous ces êtres vivants, même le sol est vivant. Cette communauté d'êtres humains, ça ne va pas forcément de soi. J'ai aussi noté que depuis presque 30 ans que ça a commencé, même plus, bientôt 40, là, il y a aussi une augmentation, on va dire, de la qualité de la recherche. C'est un champ qui est jeune, comme tous les domaines, toute la recherche biomédicale, il y a des problèmes de méthodologiques, de biais de publication, d'études qui sont méthodologiquement un peu faibles. Voilà, mais on commence à avoir quelques bonnes études. Si on pense qu'il y a un effet physiologique à la méditation, nécessairement il doit y avoir des effets adverses. Il n'y a que quand on ne fait rien qu'on n'a pas d'effet adverse. Est-ce que la méditation pourrait avoir des effets délétères sur certaines personnes? Et si oui, dans quel contexte? Est-ce que tout le monde peut méditer ou pas? Donc il y a maintenant je pense le champ de recherche est devenu suffisamment mature pour qu'il y ait ce genre de questionnement aussi. Et puis il y a aussi un questionnement sur certaines méthodologies. Voilà, donc je trouve que ça se développe et c'est devenu quasiment exponentiel. Moi, je suis plus capable de suivre la littérature. Je suis certains domaines précis, mais il y a chaque année plusieurs centaines de papiers sur la thématique qui sont publiés. Et que ce soit ces étudiants ou que ce soit ces femmes, il y avait tous un discours de « c'est un magnifique instrument, je me rends bien compte de à quel point c'est très joli à jouer, mais alors qu'est-ce que c'est difficile à jouer, et qu'est-ce qu'il faut s'entraîner, et dès l'instant qu'on arrête de s'entraîner, on n'arrive plus à en jouer ». Mais c'était vraiment ça la métaphore.
C'est aussi important de dire que forcément des fois il y a des choses qui ne marchent pas, dans le sens où la méditation n'est pas un remède à tout, elle ne permet pas de tout contrôler ou quoi. Forcément il y a des choses qui sont naturelles et humaines d'y réagir. La deuxième idée qui me vient spontanément, c'est que chacun n'est pas prêt à ce que la solitude ou la méditation soit aidante. C'est pas très élaboré ce que je dis, mais je pense qu'il y a des personnes qui cherchent, il y a des personnes qui prennent soin d'elles-mêmes dans la relation. Il y a des personnes qui prennent soin d'elles-mêmes dans un retour sur elles-mêmes qui peut être peut-être sous la forme de la méditation. Donc, pour moi, ça n'est pas une évidence pour tout le monde que ce retour sur soi soit aidant. Et pas de dire finalement, parce que nous, on est dans la toute-puissance de notre âge, on a l'illusion en fait qu'on maîtrise tout, qu'on est des êtres indépendants. Enfin, c'est toute la filiation kantienne qui, bien entendu, a apporté énormément de choses, a fait avancer l'histoire des idées, mais ce serait l'illusion qu'en fait on est complètement indépendant, qu'on est complètement autonome. En fait, on a tous besoin les uns des autres. J'ai l'impression qu'il y a l'intérêt qu'il y a actuellement pour les méditations en particulier la méditation pleine conscience, s'inscrit dans une transformation aussi de la médecine, pour passer d'une médecine qui est plus orientée vers la réduction des symptômes, vers une médecine médicamenteuse, pour une médecine beaucoup plus intégrative qui est moins paternalisante, plus humaniste. Et je pense que ces pratiques ont un potentiel pour transformer la relation patient-soignant à plusieurs manières. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire, et il y a de nombreux DU en France qui forment maintenant les médecins à ça, et je pense que ça peut vraiment durablement impacter la médecine et pour générer un nouveau paradigme beaucoup plus humaniste. On a créé un collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, le CUMIC, en 2017. Actuellement, c'est un professeur de médecine qui s'appelle Jacques Kopferschmidt qui est président de ce CUMIC. Et il a réussi, c'est symbolique, mais c'est quand même important, dans la réforme des études médicales de deuxième cycle, l'obligation depuis septembre 2020 de 20 heures de cours sur la sensibilisation, et je dis bien sensibilisation, ça ne va pas plus loin, sur les interventions non médicamenteuses. Le message, c'est un symbole. 20 heures, c'est rien, effectivement. Mais ça sort de ce que j'évoquais au départ en disant tout ça, c'est de l'hygiénodététique. Et ça amène à ouvrir, pour nous, collectivement, l'idée que, médecin, vous avez un arsenal thérapeutique qui est en train de s'ouvrir. Ce livre, il est encore un peu confus, il est encore imprécis, mais en tout cas, cet arsenal thérapeutique est pas loin, dont vous aurez besoin, dont les patients demandent à corps et à cri, vraiment, dans le domaine que j'étudie depuis 10 ans, la cancérologie, ils le demandent à corps et à cri. Ils le demandent tellement que si les médecins ne le font pas et n'y sont pas sensibles, les patients y vont. Une étude de René publiée là récemment sur l'environnement parisien, ils ont interrogé 85 patients souffrant d'un cancer traités. Combien, d'après vous, utilisent des interventions non médicamenteuses ? 85%. 85%. Mais ils disent non, je ne veux pas en parler à mon médecin. Soit par peur d'être mal soigné, et c'est incroyable quand même. Je ne veux pas en parler à mon médecin parce que j'ai peur d'être mal soigné, parce qu'il va me prendre pour un fou, pour une folle, parce que je fais cette méthode de méditation et que, etc. Je pense que tout l'enjeu, il est là. Tout l'enjeu, il est comment je vais, en tant que médecin, trouver cette nouvelle boîte. Je ne l'ai pas très bien dans le Vidal, clairement. Je ne l'ai pas bien appris à la fac. Je ne l'ai peut-être pas pratiqué moi-même. Donc je suis encore un peu naïf dans ces pratiques au sens de candide. Et j'aurais besoin de pratiquer. Donc je pense que oui, il y a des nécessités
dans des formations initiales, mais tu l'as très bien dit, je crois beaucoup à ça, que des DU universitaires dédiés à des interventions non médicamenteuses vont être nécessaires. Pas uniquement que la recherche, mais bien à apprendre les méthodes ou les techniques, comme tu veux, mais en tout cas des choses qui sont bien plus établies et sur lesquelles, parce que je les pratique, potentiellement je serai en capacité de mieux les recommander. Et là, l'effort, il est gigantesque. Il est effectivement gigantesque. Mais j'ai bon espoir. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints malgré les incidents techniques, les aléas du direct comme on dit. Merci beaucoup à Stéphane Aufort, à Oussama Abnoun et à Arnaud Poumlan d'être nos invités ce soir. Peut-être avant de se lancer dans une discussion et de vous présenter un petit peu plus les invités de ce soir, on vous propose une petite méditation de quelques minutes pour se poser après cet épisode et ces aléas techniques que Stéphane nous fait la joie d'animer. Merci Margot. Bonsoir tout le monde. On va faire quelque chose de très simple. Je vais vous proposer tout simplement de déjà prendre contact avec vous-même, simplement. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder mi-ouverts comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui vous permet de vraiment rentrer en contact, là, maintenant. Tout d'abord avec le corps, la sensation du corps. Le corps posé sur un support, que ce soit une chaise, un coussin, un canapé. Ressentir l'appui. Et comment le poids du corps se répartit sur cet appui. Simplement être là avec cette expérience, ce ressenti physique. Puis commencer à prendre conscience des mouvements de la respiration. Sans essayer de le modifier, simplement prendre conscience comment le corps souhaite respirer là maintenant. Mouvement de l'inspiration, de l'expiration. Expansion dans l'inspiration. Le relâchement dans l'expiration. Notre corps sait exactement comment respirer, de ce qu'il a besoin. Nous pouvons juste nous poser, l'accompagner. Notre attention peut commencer aussi à s'ouvrir à nos sens, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on ressent.
Simplement être présent avec l'expérience. Observer les réactions que nous pouvons avoir aux différentes stimulations et revenir dans l'expérience elle-même. Et nous allons revenir au corps qui respire. Prendre une grande inspiration, une expiration. Et terminer cette petite méditation. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, peut-être avant de répondre à vos éventuelles questions, commentaires, remarques, dans le chat de Zoom, hein, du coup, un peu plus familial ce soir. Voilà, certaines ont peut-être commencé la vidéo sur Fun et rejoint en cours sur Zoom. Je ne sais pas si Stéphane, Arnaud et Oussama, vous seriez OK pour voilà, se présenter si jamais, mais peut-être nous parler de vous et de ce qui vous a amené ici ce soir. Alors, peut-être juste Eugénie, je ne sais pas si on voit le partage d'écran. Oui, là, on voit ton écran. Ah non, ok. Je ne sais pas si... Ok, j'ai capté. Un partage d'écran. Yes. Ben, Arnaud, du coup, tu fais partie de... Oui, je pensais que c'était peut-être bien... MOOC. Je fais un peu le lien, je pense, entre tous les intervenants. Ouais, et ça me permet de te remercier grandement pour tes apports aussi dans le chemin pédagogique du MOOC, parce que vous découvrirez notamment les ressources de l'épisode 3 qui sont riches en articles scientifiques, grâce à Arnaud notamment. Donc, merci doublement Arnaud. Merci à vous, Margot et Chloé, pour avoir partagé cette expérience. Et du coup, je suis arrivé ici parce que j'ai rencontré Margot dans une des études scientifiques que j'ai organisées avec donc Antoine Luce, qui est mon directeur de thèse, que vous voyez dans le documentaire, et Stéphane, du coup, qui était l'enseignant pendant cette étude. On a fait des retraites de méditation de 10 jours auxquelles Margot a participé, et donc ensuite me proposer de participer à ce MOOC avec Chloé aussi. Et Oussama, qui est aussi un collègue du laboratoire de l'équipe, qui a aussi participé à l'établissement de l'étude scientifique. Et du coup, moi, par rapport à la méditation, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. J'en ai entendu parler, on va dire, il y a 6-7 ans. J'ai voulu faire de la recherche dedans. Et j'ai vraiment commencé en fait, à méditer avec ma thèse il y a 4 ans maintenant. Ça a commencé il y a 4 ans. Donc voilà, et donc là, je finis mon doctorat très bientôt sur le sujet. Merci Arnaud. Du coup, tu as pu faire le lien entre tous et toutes. Je ne sais pas si peut-être Oussama et Stéphane, vous auriez envie de compléter et peut-être de partager sur, je ne sais pas, vos découvertes sur ce chemin, quelque chose que vous avez envie de partager ce soir autour de ça.
Alors, comme le thème est la recherche interdisciplinaire ce soir, peut-être que je peux parler brièvement de mon parcours. Parce que moi, initialement, je suis ingénieur de formation. Et par la suite, j'ai fait un doctorat en neurobiologie. Je travaillais à l'époque chez l'animal, chez la souris en particulier, les embryons de souris. Étudier le développement de la moelle épinière. C'est assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Et le chemin vers la méditation, vers la recherche sur la méditation, ça a d'abord été un chemin personnel, parce que j'ai pratiqué la méditation avant de commencer à l'étudier avec des lunettes de scientifique. Et voilà, ça a été une découverte vers la fin de ma thèse, par le biais plutôt de courants traditionnels d'origine bouddhiste, notamment sud-est asiatique, ce qu'on appelle le bouddhisme Theravada. Et puis par la suite, ça a été la volonté en fait d'allier ma passion pour l'activité de recherche, l'activité intellectuelle que ça représente, et puis une autre forme d'activité de l'esprit qui est la méditation. Donc, on essaie d'aller les deux pour, en quelque sorte, trouver une forme d'épanouissement. On essaie de mélanger les ingrédients qu'on apprécie le plus et on espère avoir un bon plat à l'arrivée. Et donc, j'ai rejoint l'équipe d'Antoine Lutz en 2015. Donc, j'ai participé à une première étude qui a duré plusieurs années, qui est financée par l'Europe, dont on finalise encore l'analyse des résultats et les publications. C'est une étude à laquelle a participé Stéphane Aufort en sa qualité de pratiquant avec une longue expérience. Et puis, par la suite, j'ai accompagné Arnaud sur la seconde phase de l'étude, dont il nous parlera peut-être un petit peu plus tard, qui est encore en cours. Voilà. Merci, Oussama. Stéphane, peut-être tu peux nous parler de ta participation comme cobaye, comme chercheur, comme enseignant. On parlait un peu de mon parcours de méditation, ce qui m'a amené à rencontrer Oussama, Arnaud et Antoine Lutz. J'ai fait des études scientifiques en physique théorique. J'avais toujours un intérêt pour ce qui était au niveau de la conscience, du mental et ainsi de suite. Je me suis rapproché du bouddhisme, la tradition tibétaine, l'école Karma Kagyu, où là j'ai rencontré un maître de méditation qui s'appelait Gannon Rinpoche, qui avait passé lui-même 38 ans en retraite. Et j'ai décidé de m'engager là-dedans, dans une retraite, ce qu'on appelle une retraite traditionnelle de 3 ans, 3 mois, 3 jours. On est enfermé dans un groupe de 15, dans une situation monastique, donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et ensuite, j'ai voulu continuer. Je n'ai pas voulu m'arrêter là, donc j'ai continué dans un autre centre que ce maître Gannon Rinpoche avait créé, qui là était plutôt un centre laïque. Alors laïque, dans notre définition, dans notre école, c'est en fait non monastique. C'est la différence qu'on fait. Quand on parle de laïque, on ne parle pas de, comme la méditation laïque à l'heure actuelle, comme on parle de la pleine conscience, là c'est plutôt l'aspect monastique ou non monastique, où là j'ai continué encore pendant 12 ans en retraite. Et j'ai commencé à enseigner la méditation, ou en tout cas des techniques de méditation de notre école à des gens qui eux-mêmes venaient faire des retraites de 3 ans ou des plus courtes retraites. Au bout d'un moment, beaucoup de gens me parlaient de Jon Kabat-Zinn, du MBSR, la pleine conscience. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, j'ai voulu m'intéresser à ça et j'ai un de mes amis et qui est maintenant aussi un de mes collègues, Stéphane Faure, qui lui a fait aussi des retraites de 3 ans et qui était parti aux États-Unis se former. Et quand il est rentré en France, j'ai fait un protocole MBSR avec lui. Et ça m'a extrêmement intéressé de pouvoir avoir cette opportunité de partager la méditation, l'expérience de méditation dans un contexte non religieux ou non spirituel. Il y a de ça 3 ans, si je ne me trompe pas, on m'a proposé de participer donc à cette recherche. Et c'est là où j'ai rencontré Antoine Lutz et Oussama, où j'ai été le cobaye. Ça a duré 5 jours complets. Expérience très intéressante parce que je trouvais toute l'équipe était extrêmement intéressante parce que tous les gens étaient des jeunes chercheurs et tous pratiquaient une technique de méditation ou une autre. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir discuter avec eux, de voir les expériences qui étaient faites et vers où ils essayaient d'aller. Et je crois que c'est 1 an et demi plus tard, Antoine Lutz m'a contacté pour me demander si j'aimerais participer en tant qu'instructeur de méditation à un autre type de recherche. Alors là, c'était pour la thèse de Arnaud. Donc, c'était mettre en place la retraite, la structure de la retraite, le programme de la retraite,
et guider ces 3 retraites. Je crois, si je ne me trompe pas, et Arnaud me corrigera si c'est faux, que c'était un peu une première dans le sens où jusqu'à maintenant, les recherches avaient été faites avant et après les retraites. Là, il y avait aussi la recherche pendant la retraite. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'attends avec impatience de pouvoir lire la thèse d'Arnaud et d'avoir un peu plus de quels ont été les résultats. Et je sais aussi que la recherche où j'ai participé il y a 3 ans, où Sama était aussi un des chercheurs, ils sont encore en train de dépouiller les résultats, donc ça prend beaucoup de temps. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Et merci à Eugénie aussi pour l'aide technique, notamment de ce soir. Alors, peut-être, il y a une première question peut-être pour toi, Stéphane, concernant la méditation de pleine conscience et les émotions. Est-ce normal qu'on ait l'impression de se sentir moins bien au bout de quelques temps, comme si on bloque sur les émotions négatives, le stress, les peurs? C'est une question qui revient assez souvent. Disons que, pour reprendre un peu ce que j'ai entendu là pendant le documentaire, lorsqu'on commence à pratiquer justement la pleine conscience, c'est qu'on devient de plus en plus conscient de ce qui se passe en nous. Et quelquefois, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles nous n'avons pas accès avant, parce qu'elles étaient peut-être souterraines ou un peu cachées, ou on n'avait pas trop envie de les voir. Et certaines choses commencent à apparaître beaucoup plus clairement. Ce qui peut être des fois un peu désagréable, déstabilisant. Par contre, les instructions de méditation, les instructions que l'on va recevoir dans nos pratiques de méditation doivent nous permettre justement de voir comment on réagit. Et je reprends cette idée de réaction qui a été mentionnée plusieurs fois dans ce documentaire, où en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on va voir, c'est comment nous réagissons à nos pensées, à nos émotions. Et petit à petit, et je crois que c'est Antoine qui utilisait ce mot de quelque chose de destructif, déconstructif, où on va déconstruire un peu ces réactions pour pouvoir construire d'autres types de réactions. Donc, dans le cheminement d'un méditant, il va y avoir un moment où oui, on va se rendre compte de certaines choses en nous, c'est peut-être pas très agréable, pas toujours évident de gérer ça, mais les instructions doivent nous permettre justement de prendre conscience des réactions que nous avons à ces émotions et de comment les utiliser sur le chemin pour ne plus être sous, on va dire, l'influence, ou en tout cas sous l'aspect de la souffrance liée aux émotions. Et donc, ça va amener vers une forme de libération. Merci Stéphane. Une question peut-être plutôt pour Arnaud et Oussama, et pour Chloé aussi. Comment est-il possible de participer à la recherche sur la méditation? J'imagine que ça voulait dire en tant que cobaye. Alors, on ne fait pas des expériences tous les 4 matins. C'est comme le soulignait Stéphane, le travail de la recherche, c'est un travail qui est assez long. Donc, moi, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je travaille là-dessus. J'ai participé à 2 vagues d'expériences. Donc, lorsqu'on a réalisé ces expériences, on a cherché à recruter des personnes. On avait des critères très différents pour la première et pour la deuxième étude. Première étude, on pourra peut-être en reparler. Première étude, c'était plutôt focalisé sur la description des effets que peut avoir la méditation sur le fonctionnement du cerveau, sur le comportement, sur l'expérience subjective chez les pratiquants qui ont beaucoup investi de leur temps et de leur énergie dans la pratique de la méditation, donc des gens comme Stéphane et beaucoup d'autres. Et donc, pour cette étude-là, on a cherché des personnes qui avaient beaucoup d'expérience, notamment des personnes qui avaient fait au moins une retraite de 3 ans. Et puis, on avait également des personnes qu'on a recrutées pour servir de groupe contrôle, comme on dit, de façon très froide dans le domaine, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas d'expérience en méditation et qu'on a formées à ce moment-là. Pour l'étude d'Arnaud, on a plutôt recherché des personnes qui avaient déjà un peu d'expérience en méditation, pas forcément beaucoup, mais qui avaient déjà fait une retraite, au moins quelques jours,
pour que leur participation à la retraite, peut-être Arnaud pourra en parler de cette étude. Donc, l'étude consistait en une retraite de méditation. Donc, l'idée, c'était que les gens aient déjà un petit peu d'expérience avec ce format-là, qu'ils ne soient pas complètement perdus. Voilà, donc en fonction des études, on recrute des profils très différents, mais c'est vrai que ces études-là, elles arrivent toutes les quelques années, quoi. Et ensuite, on a un long temps de... déjà, avant, il y a un long temps de conception de l'étude qui peut prendre parfois 1 ou 2 années, puis la réalisation de l'étude, et ensuite l'analyse et la publication qui, là, peuvent prendre plusieurs années. Donc, là, tout de suite, chez nous, il n'y a pas de possibilité de participer à une recherche, mais si vous suivez notre groupe Facebook et que à l'avenir, on cherche des participants, vous aurez l'information là-dessus. Merci Oussama. Peut-être si tu pourras partager la page Facebook du coup de... Oui, bien sûr. De l'équipe. Super, merci. Bon, alors j'ai l'impression que plein de personnes se demandent un petit peu ce dont il s'agit pour ta thèse, Arnaud. Alors peut-être que tu veux nous en parler un peu plus. Oui, je dirais plus rapidement en commentaire, mais du coup, pour le faire de manière simple et pas technique, scientifique, c'est voilà, étudier la perception en général et l'effet qu'a la méditation sur la perception. Et on s'est focalisé surtout sur la perception auditive, donc parce que ça change la manière dont on entend les sons. Et aussi la perception de la douleur. Donc, on a pas mal parlé pendant le documentaire. Il y avait un autre aspect aussi que du coup Margot a pu expérimenter en première personne, c'est sur la perception tactile. On sait qu'effectivement, en méditation, souvent, on est assez concentré, on va essayer de prendre conscience des sensations au niveau du corps. Du coup, c'est aussi un aspect qu'on a étudié. Et peut-être je peux vous présenter un peu plus la tâche qu'on avait fait sur la douleur. Du coup, on présentait aux participants des petits stimuli électriques au niveau du doigt, qui n'étaient pas trop forts, qui étaient calibrés forcément en fonction de chacun. Et on regardait comment, du coup, leur perception de la douleur variait selon des sortes d'indices qu'on leur présentait. On leur disait la stimulation va être entre 4 et 6 sur 10 par exemple, et puis on variait un peu ça. Et le but, comme tu disais effectivement, Stéphane, qui était le plus de cette étude, c'était vraiment de l'étudier pendant une retraite de méditation. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites avant, après. Donc, comme l'a dit Oussama, l'étude précédente était pour comparer des experts en méditation à des participants qui n'avaient jamais médité, des novices. Et là, nous, on a pris des participants, on va dire, à plus intermédiaires de méditation. Certains avaient beaucoup d'expérience, d'autres avaient médité depuis 1 an, par exemple. Mais là, on a vraiment regardé qu'est-ce qui se passait pendant la retraite. Donc, c'était après au jour 6-7, sur une retraite de 10 jours. Donc, on avait déjà fait une première mesure avant. Cette mesure pendant la retraite, on voyait en fait un peu l'effet, on va dire, aigu de la méditation. Qu'est-ce qui se passe quand les gens méditent là, c'était, on va dire, 7-8 heures par jour pour cette retraite. Et il y a une dernière mesure aussi, 3 semaines après la retraite, pour voir si, potentiellement, si on voyait un effet au cours de la retraite, est-ce qu'il allait perdurer après dans le temps. Donc, on va aller le voir après. Il y a aussi un aspect aussi plus cérébral, neuroscientifique, où on passait donc les participants dans un IRM, cette fois juste avant et après la retraite, pas pendant la retraite, même si ça a été, on y a pensé aussi à un moment donné. Et encore une fois aussi 3 semaines après, pour voir aussi donc, les changements au niveau du cerveau. Et donc ça, c'est pas ma thèse, c'est la thèse de notre étudiant, Sébastien, qui s'occupait plus de ça. Merci Arnaud. Comme ça, on peut se rendre compte de la quantité de travail que ça représente, vu que plusieurs personnes font des thèses sur cette étude. Peut-être avant de reprendre les questions du chat, est-ce que Stéphane, t'as constaté ou pas, je ne sais pas, des changements dans le fait que ces retraites, elles fassent l'objet d'une étude scientifique par rapport aux autres retraites ou pas du tout? Oui. Au niveau des participants, oui. J'ai trouvé qu'il y avait un engagement des participants qui était beaucoup plus
plus actif, j'allais dire. Et dans la pratique, dans essayer de mettre en place les instructions de méditation, de les expérimenter par eux-mêmes, sachant que il y avait derrière une recherche qui était faite, des expériences qui allaient être faites. Alors, on a discuté de ça dans la mise en place des retraites, puisqu'il y avait aussi l'idée que ça pouvait aussi influencer les participants dans leur attitude. Et certains l'ont ouvertement exprimé dans la retraite, de voir qu'il y avait une forme de stress un peu qui se mettait en place. Je devais bien faire, comme si on devait prouver quelque chose. Mais au cours de la retraite, tout ça s'est retombé assez facilement. Mais j'ai trouvé que oui, il y avait un engagement des participants dans l'application, dans la mise en application des méditations qui était intéressante. Merci. Merci. Moi, j'ai juste envie de vous remercier, mais aussi parce que je trouve ça très fort, en fait, cette notion de lenteur, Oussama, aussi, que tu as abordé en disant que voilà, le processus de recherche était lent, parce que c'est aussi à mettre en balance avec la pratique méditative qui aussi amène à réexplorer cette lenteur. Et quand tu en as parlé, je n'avais pas du tout fait le lien, en fait, entre la lenteur de la recherche et la lenteur dans l'expérience. Donc, merci. Et peut-être vous questionner, ou en tout cas avoir vos retours sur l'interdisciplinarité dans la recherche. C'est vrai que c'est un des sujets, ou en tout cas dans le titre, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que je sens que quand on explore cette pratique, en fait, on ne peut pas vraiment l'explorer avec un seul spectre disciplinaire. Et là, dans vos... Oussama, tu étais ingénieur. Enfin, voilà, il y a toujours des visions un petit peu globales pour questionner, en fait, cet art. Et très souvent, peut-être pour les gens qui ne font pas directement de la recherche, il y a quand même la notion de questionner, en fait. Et donc, par quel angle de vue on va questionner finalement un phénomène. Donc, peut-être ça fait écho un peu à la question de Xavier, mais voilà. Comment est-ce que vous vous placez en tant que chercheur, interdisciplinaire ou pas, quand vous vous approchez de cet art, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Arnaud et moi, on fait partie d'une équipe, de l'équipe du docteur Lutz, qui est une équipe qui est très clairement orientée sur l'étude plutôt neuroscientifique de la méditation. Donc, on fait appel à beaucoup de techniques d'imagerie cérébrale, l'IRM, que tout le monde connaît, l'électroencéphalographie, que vous connaissez aussi, on voit Chloé et Margot équipées des capteurs au début du documentaire, la magnétoencéphalographie, qui est une technique cousine de l'électroencéphalographie. Donc, un peu, voilà, différentes techniques d'imagerie qui déjà, en elles-mêmes, requièrent une certaine interdisciplinarité, puisque il s'agit de machines complexes, de signaux très faibles qui sont difficiles à analyser. Donc, on va avoir besoin de compétences pour l'IRM, par exemple, en ingénierie nucléaire, derrière en statistique. Donc, voilà. Donc, ça fait que dans une équipe comme la nôtre, on va avoir besoin de gens qui ont un profil comme le mien, donc plutôt ingénieurs, plutôt quantitatifs, mathématiques, qui vont aider à l'analyse des données, et puis des gens qui ont plus le profil de psychologue. Donc, dans notre équipe, on a aussi des gens qui ont une formation en psychologie et également, par ailleurs, en médecine. Donc, ne serait-ce qu'en faisant des neurosciences cognitives, déjà, on se retrouve à une certaine forme d'interdisciplinarité. Et historiquement, c'est un peu la discipline... j'ai l'impression, hein, mais peut-être que c'est un biais de ma part, mais j'ai l'impression que la psychologie et les neurosciences sont vraiment les disciplines dominantes dans la façon dont l'Occident, enfin la science en Occident, se penche sur la méditation. Et c'est important de garder en tête qu'il y a des limites à approcher la méditation que par ces lunettes-là. Voilà. Donc je pense que c'est connecté à la question de Xavier dans le chat. Une autre façon de l'approcher, par exemple, ce serait... via ce qu'on appelle plutôt les sciences humaines, par exemple la sociologie. On pourrait se poser la question de comment la méditation qui, pour l'essentiel, telle qu'elle est pratiquée en Occident, certes de façon laïque, mais a des racines asiatiques,
comment est-ce qu'elle a historiquement, sociologiquement pénétré l'Occident, comment est-ce qu'elle se diffuse, comment est-ce qu'elle se transforme dans cette diffusion. Donc voilà, c'est des questions qui sont beaucoup plus d'ordre historique et sociologique. Et on peut aussi l'aborder via l'axe philosophique. Donc j'ai beaucoup aimé l'intervention d'Angela, qui est avec nous ce soir, je vois, lors de la première vidéo où elle rappelle en fait ses origines notamment principalement indienne, indo-tibétaine, que des fois on cherche à masquer pour préserver la laïcité, qui est un concept important dans les sociétés occidentales. Mais ces origines, elles existent, et en fait, il faut les reconnaître, ne serait-ce que parce que ce que l'on pratique aujourd'hui hérite de cela. Ça n'empêche pas le fait que ça peut se transformer et qu'on peut innover. Ça a été le cas du bouddhisme tout au long de son histoire. À chaque fois qu'il a changé de pays, il s'est complètement transformé. Mais voilà, il y a une filiation qui est intéressante à garder en tête, et notamment du côté de la philosophie, les pratiques que l'on a aujourd'hui, elles sont basées sur un socle théorique, philosophique et psychologique qui s'est élaboré pendant des centaines d'années, voire plus d'un millénaire, qui est extrêmement riche et qui est très méconnu, y compris par les chercheurs qui travaillent sur la méditation. Et donc ça, ce serait, pour moi, c'est un axe de développement supplémentaire de l'interdisciplinarité qui me tient à cœur et que j'aimerais voir développer dans le futur. Donc ça existe déjà, il y a ce qu'on appelait avant des orientalistes, aujourd'hui on parle plutôt de bouddhistologues, donc des gens qui ont une formation soit historique, soit philosophique, qui s'intéressent à ces questions-là, mais il y a très très peu d'échanges entre ces domaines de recherche-là et notre façon à nous d'approcher la question via les neurosciences et la psychologie. Merci beaucoup, Oussama. Est-ce que Stéphane, tu as pu avoir des expériences un peu différentes dans d'autres pays? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si dans les pays de l'Est, tu es en contact. Oui, parce que j'enseigne, que ce soit la méditation dans le cadre bouddhiste ou le cadre pleine conscience, donc en dehors du cadre spirituel et religieux. J'ai l'occasion d'enseigner au Danemark, en Pologne, en République tchèque, Slovaquie, Hongrie et d'autres pays aussi. Non, justement, c'est ça qui est merveilleux. Et l'être humain, j'ai même enseigné, oui, j'ai même fait un programme MBSR avec des Chinois. Donc, une vingtaine de 25 personnes en Chine. On l'a fait en ligne. Il y a ce mot humanité commune que l'on retrouve, qui est le fait de faire face à la souffrance, à la joie, à l'agréable, au désagréable, aux émotions, au stress, et ainsi de suite. Et les méthodes qu'on propose, de la pleine conscience, de la méditation, sont universelles. Ensuite, bien sûr, il va y avoir une approche, et ce que disait Oussama est totalement vrai, c'est que lorsque le bouddhisme s'est répandu dans différents pays, que ce soit parti de l'Inde, aller vers la Chine, le Japon, Thaïlande, Tibet, et ainsi de suite, et même Mongolie, il s'est pas totalement transformé. Disons qu'il y a un aspect, une forme qui s'est transformée, mais l'essence même du bouddhisme ne s'est pas transformée, il est resté. On va dire qu'il y a le packaging a changé, mais ce qui est à l'intérieur du paquet n'a pas changé. Et c'est cette intériorité qui m'intéresse, puisque c'est quelque chose que l'on peut partager avec tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. Plusieurs questions. Peut-être par rapport à cette humanité partagée, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis une question autour finalement de la capacité de l'enfant peut-être à méditer naturellement. De ce que j'en comprends. Lorsque je regarde les questions, en fait, pour moi, elles s'entrecroisent un peu toutes. Nous avons des qualités naturelles. Dans votre documentaire, je ne me souviens plus le nom de la personne, je suis désolé, qui a commencé à parler de la compassion, de tout cet aspect de compassion et aussi de la notion
vacuité, un très mauvais mot, une très mauvaise traduction, mais c'est le seul qu'on a en français. Cette notion de compassion, cette notion d'observation, ces principes-là, on les a naturellement. En fait, à travers la méditation, on n'essaye pas d'amener quelque chose, mais plutôt de révéler ce qui est déjà là. Cette capacité attentionnelle, nous l'avons. Avec la pleine conscience, on va simplement la renforcer. Cette capacité d'empathie, nous l'avons. Cette capacité de bienveillance, de compassion, nous l'avons naturellement. Et à travers les techniques de méditation, ce qu'on va faire, c'est simplement leur permettre d'être pleinement, telles qu'elles sont. Donc, est-ce que l'enfant a plus de capacité à méditer ou pas? Je ne suis pas sûr. Ça dépend des enfants. Voilà. C'était Nathalie qui, je ne sais plus qui posait sévère cette question. C'est peut-être une expérience qui est venue pour avoir certaines qualités d'attention, une attitude de compassion. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on peut continuer à maintenir et à nourrir cela au cours de notre vie? Par quelle méthode? Merci Stéphane. Ouais, si je peux me permettre, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure. Par exemple, si on prend le terme MBSR, donc Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction du stress par la pleine conscience, en fait, il faudrait reformuler ce terme. À aucun moment, on essaye de réduire le stress. Le stress fait partie de la vie. Ce qu'on va essayer de réduire, c'est nos réactions au stress. Et ça, c'est important de comprendre. On n'essaye pas d'éviter quelque chose, d'éviter des émotions, des pensées, des difficultés. Cela fait partie de la vie. La vie, la mort, le chagrin, la joie, l'amour, la peine, tout ça fait partie de la vie. Ce qu'on va essayer de voir, c'est comment on réagit à cela et comment cette réaction va créer de la souffrance. Tout à l'heure, Antoine Louze, dans le documentaire, utilisait l'image de la flèche, la double flèche. Il y a la souffrance physique, dans cette expérience, il y a la douleur, la souffrance physique, et l'appréhension, le stress lié à la souffrance. La souffrance physique, on ne va pas pouvoir l'éliminer. Ça peut arriver. Que ça avance comme le petit doigt de pied dans le lit ou un peu, ou autre chose de plus sévère. Mais ce qu'on va pouvoir travailler, c'est la réaction à cette souffrance. Et ça, en travaillant avec des gens qui sont dans la douleur chronique ou des gens qui ont le cancer. J'ai participé à des protocoles, des programmes MBSR avec Marion Barreau-Couchereau, qui est une psychologue qui travaille à l'Institut Bergonié. On peut très bien voir les effets de la pleine conscience vont d'abord aller sur ma réaction à cette souffrance que je rencontre. C'est là où on va pouvoir changer quelque chose. Ouais, merci Stéphane. Merci Stéphane d'avoir ajouté ça parce que c'est quelque chose qui me... Enfin, Grégory Nino, dans le documentaire, parlait de la médecine intégrative plus largement en fin de documentaire. Et il y a quelque chose qui est toujours un petit peu frottant chez moi. Et dans la perception clinique, c'est cette notion de toujours vouloir réduire la souffrance, réduire le stress, réduire l'anxiété, etc., etc. Et en fait, quand on regarde la recherche, un petit peu les papiers, en fait, très souvent, les outcomes sont des outcomes de réduction, en fait. Est-ce qu'on peut regarder si telle ou telle pratique va avoir un impact visant à réduire? Et quand on s'intéresse à la méditation, c'est quelque chose qui vient me gêner un petit peu, ce regard de chercher à réduire. Et cette notion de venir révéler, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui peut révéler par la pratique, en fait? C'est pas si facile à explorer en recherche. Et on voit Jordan Sibeoni qui parle un moment très brièvement, il sera plus dans le documentaire de la semaine prochaine, mais du coup, ça fait une transition, qui parle de recherche qualitative. Et peut-être aussi que c'est un axe d'exploration qui permet non pas peut-être de venir chercher une réduction, mais plutôt de venir comprendre un phénomène du coup plus psychologique ou plus émotionnel. Mais ouais, merci de
de préciser ça, c'est très riche. Peut-être pour rebondir là-dessus, Arnaud et Oussama, est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à ce que aux critères de jugement que vous cherchez à étudier dans vos recherches par rapport à ça? C'est marrant ce que disait Stéphane et puis ce que Chloé aussi a dit, ça évoque aussi. Donc, je suis en train d'écrire ma thèse et du coup, j'ai un peu regardé un peu toute la recherche sur la méditation depuis 50 ans maintenant. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est tout de suite très vite intéressé à comment ça pouvait avoir un effet sur le stress, la dépression, la douleur chronique. On l'a abordé de manière très médicale, clinique. Et en fait, c'est seulement après en fait, qu'on a vraiment commencé à se dire mais comment ça marche en fait, qu'est-ce qui se passe, et qu'on a voulu voir comment ça se passait dans le cerveau, même juste dans le comportement, qu'est-ce qui changeait. Donc je pense que c'est un peu c'est un biais qu'on a peut-être de tout de suite vouloir d'abord chercher des effets à court terme, très rapidement, et puis après s'intéresser à comment ça marche justement. Mais oui, après, au niveau de nos études aussi, forcément, on essaye, dans tous les cas, on ne fait pas de la recherche clinique. Donc, on va forcément regarder si la retraite, par exemple, qu'on a fait a réduit le stress de nos participants ou a réduit globalement la perception de la douleur. On a aussi des questionnaires dans le sens qui nous permettent d'avoir ce genre de mesures. Mais nous, on s'intéresse vraiment plutôt au mécanisme, à qu'est-ce qui se passe quand effectivement on perçoit la douleur. Est-ce que c'est différent quand on est avant la retraite de méditation ou pendant cette retraite, et pas que la douleur, d'autres mécanismes, comme je disais, au niveau peut-être de l'audition, de la perception tactile, qu'est-ce qui se passe aussi, et pour avoir une vision un peu plus intégrée de qu'est-ce qui se passe quand on médite. Merci Arnaud. Oussama, est-ce que tu veux rajouter? Oui, pour compléter un peu ce que vient de dire Arnaud, je crois qu'à partir du moment où on a eu des protocoles standardisés, comme le MBSR, comme le MBCT, qui est une espèce de variante du MBSR, une fusion avec les thérapies cognitives comportementales. Donc à partir du moment où on a eu ces programmes-là, et qu'on a cherché à évaluer leur intérêt thérapeutique, voire pour ceux qui en étaient déjà convaincus, à chercher à en faire la promotion, en tout cas les établir un petit peu plus dans les parcours thérapeutiques des patients. Forcément, on tombe sous le coup de comment fonctionne la médecine aujourd'hui. La façon dont fonctionne la médecine aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle evidence-based, c'est-à-dire qu'il faut des preuves. Et en général, ça se fait via des études cliniques qui ont une méthodologie très particulière, assez précise, et notamment qui demandent ce qu'on appelle en anglais un primary outcome, c'est-à-dire une mesure principale. Donc il faut que l'étude clinique ait une mesure principale, c'est-à-dire un chiffre qui peut être obtenu à partir d'un questionnaire, d'un prélèvement physiologique, peu importe, mais un chiffre dont on va voir une augmentation ou une réduction dans la direction qu'on souhaiterait voir. Et donc je pense que ça, ne serait-ce que ça, déjà, ça a orienté beaucoup de recherches sur la méditation vers détecter des diminutions, des scores sur une échelle de la dépression, par exemple, ce genre de choses, Et puis après, plus généralement, il y a le fait que les disciplines qui s'intéressent à la méditation, c'est une discipline très quantitative. Donc, je parlais des neurosciences, la psychologie comportementale aussi, c'est aussi une discipline très quantitative. Par définition, elles utilisent des chiffres, et ces chiffres, on regarde s'ils baissent ou diminuent, en gros, pour simplifier. Ce qui n'empêche pas ce qui est une limite très importante, dont on est tout à fait conscient. Et notamment dans la première phase de l'étude, on a cherché à développer un aspect un peu plus qualitatif avec un chercheur, Stefano Poletti, qui travaille avec nous et qui lui, est plutôt spécialisé dans l'entretien qualitatif. Donc, les études qualitatives, le plus souvent, elles sont menées via des entretiens avec les gens. Et mener des entretiens d'une façon qui produise des résultats fiables et interprétables, c'est une méthodologie en soi. Ce n'est pas simplement une interview comme on le ferait spontanément. Ce n'est pas simplement une conversation, c'est vraiment une méthodologie en soi. Mais c'est une méthodologie qui, donc ça demande des compétences, ça demande de la formation. Et c'est encore plus de travail d'analyse et d'interprétation derrière.
On a pu le faire notamment avec les expériences sur la douleur. Ça nous a donné des résultats très intéressants. Ça nous a permis notamment de voir que dans notre dichotomie initiale, participants, méditants experts et méditants novices, il y avait plus de richesse que cela. De voir notamment des variations intéressantes chez des pratiquants, quand bien même c'était des méditants qui sont tous formés dans la même tradition. Et évidemment aussi de la variabilité entre les participants novices. Donc voilà, c'est ce genre d'approche effectivement qui peuvent permettre de faire avancer de façon significative la compréhension de tout ça. Merci Oussama. C'est marrant parce que moi je me suis très longtemps pas du tout intéressée aux recherches sur la méditation. Mais parce que pour moi, j'avais l'impression que plein de recherches s'intéressaient aux effets secondaires en fait, mais pas vraiment à la méditation. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Stéphane. Et peut-être après, du coup, lié avec ce qu'on a essayé d'aborder un peu dans le documentaire sur les effets secondaires, sur les risques, et qui rejoint une question autour du moment, par exemple, au moment de deuil ou de périodes de vie très fortes. Je pense que là encore, pour moi, c'est assez difficile de répondre à cela parce que c'est un peu au cas par cas. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de la personne. Les effets négatifs, je prends l'exemple du MBSR. Lorsqu'on reçoit des gens pour participer à un programme MBSR, on leur pose des questions. On a un entretien avec ces personnes-là. Et dans l'entretien, ce qu'on essaye de voir aussi, c'est s'il y a eu des épisodes psychotiques, dépressifs, un burn-out, ou s'ils sont en thérapie. Disons que la méditation, là encore, on rejoint cette idée. Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est un remède? Non, ce n'est pas un remède. Même si dans les textes, on parle de méditation comme étant un remède, mais pas au niveau tel qu'on l'entend en Occident. On ne va pas se mettre à pratiquer la méditation et ne plus souffrir, ne plus être triste, ne plus avoir d'anxiété. Donc, voilà. Par contre, la manière dont on va travailler avec cette anxiété, la tristesse, le deuil, va peut-être changer notre approche et l'expérience que l'on va en avoir. Les contre-indications, elles sont assez connues. Si des gens sont dans un épisode psychotique, ce n'est pas du tout le moment de leur faire de la méditation. Si les gens sont vraiment dans un épisode dépressif, profond, c'est peut-être pas le meilleur moment de faire de la méditation. Pourquoi? Parce qu'on va aller directement toucher au mental, à ce qui se passe au niveau de l'esprit, et ça peut devenir très compliqué. Par contre, les périodes de deuil, et ainsi de suite, tout dépend comment on va l'amener. Si on dit à la personne, et là je me répète, tu vas pratiquer la méditation, tu vas voir, tu vas oublier ta souffrance, tout va bien se passer, non. Par contre, c'est rentrer en contact à travers le corps, à travers la respiration, à travers nos réactions à cette souffrance que l'on va avoir, voir quelles sont les réactions, à quel moment on rajoute quelque chose, et à quel moment on a le droit d'être totalement triste oui, de souffrir de la perte d'un être cher, mais aussi à quel moment on va rajouter sur cette souffrance, à nouveau cette idée de la double flèche, à quel moment on va rajouter quelque chose, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas, simplement de rester avec la souffrance. Donc, les contre-indications, elles sont connues, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Tout ce qui est domaine au niveau de la psychiatrie, les psychiatres pourront en parler beaucoup mieux que moi. Merci Stéphane. Peut-être ce qui me vient là, on en a un petit peu touché tout à l'heure, quelques mots autour de cette complexité finalement à étudier la méditation. Et ce qui va rejoindre, et donc là c'est une question pour Arnaud, Oussama et Chloé, peut-être de la difficulté de concilier la recherche à la première et à la troisième personne, et peut-être aussi en même temps
un côté un peu indispensable ou presque pour comprendre ce qui se passe? Question et Stéphane pour ces éclaircissements toujours très très pointus. Oui, donc pour confirmer aussi, effectivement, mais la recherche maintenant, on a un peu de recul sur qu'est-ce qui se passe dans les programmes de méditation. Et effectivement, comme dit Stéphane, c'est forcément recommandé pour des personnes qui sont sous le coup d'un épisode psychotique, psychiatrique, dépressif. Et donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant aussi, ça commence à être documenté, en fait. Il y a eu, je pense, une première phase des études sur la méditation où il fallait à tout prix que ce soit tout beau, tout bien et que ça ait que positif. Mais en fait, on le sait, donc je pense que Stéphane le dit aussi, c'est que certains effets négatifs sont déjà documentés, en fait, dans les textes traditionnels de méditation. Mais c'est assez récent, en fait, que vraiment les études scientifiques le regardent aussi. Et donc, par exemple, et ça va permettre aussi de faire la transition avec la recherche à la première personne, c'est une des choses qu'on a regardé aussi pendant la retraite qu'on a menée, la retraite scientifique, où on demandait aux participants en fait, si effectivement ils avaient des expériences un peu inhabituelles, qui sortaient de l'ordinaire et qui potentiellement pouvaient être en fait négatives. Pendant une retraite de méditation, où on médite 7 heures par jour pendant 10 jours, ça peut faire émerger des choses assez fortes. Et du coup, effectivement, tout l'intérêt d'avoir une recherche pas que purement quantitative avec des mesures comme l'IRM, ou l'électroencéphalographie, ou de regarder comment les participants réagissent à la douleur, mais de leur demander vraiment à la première personne qu'est-ce qui se passe quand ils méditent. Et c'était une des approches qu'on a développées dans notre étude. Vraiment, en fait, après chaque méditation, donc 7 fois par jour, les méditants remplissaient un court questionnaire qu'on avait développé avec Oussama, Stéphane, d'autres chercheurs, sur qu'est-ce qui s'était passé, comment était leur attention, à quel point ils arrivaient à prendre conscience des sensations, des instructions de Stéphane, beaucoup de dimensions qu'on a étudiées et qui permettent de capter un peu mieux la richesse en fait, de l'expérience méditative, qui est très difficile en fait, à résumer juste un chiffre et une quantité très précise. Voilà, je pense que Oussama peut sûrement rajouter aussi sur ça. Et ça, ouais, peut-être juste avant que ça m'a complète, comment ton expérience vraiment de méditant t'a permis d'appréhender ça comme chercheur ou... Ouais. Alors, moi, je trouve que c'est pour ça que je n'aime pas trop forcément répondre à cette question, parce que je suis un bébé méditant, on va dire. Ça fait très peu de temps que je médite, et même si effectivement, j'ai pu forcément en fait, l'expérimenter à la première personne. Des moments où effectivement, ça peut être dur de méditer, ou contre des fois, c'est très plaisant, voir un peu toutes ces variations, et aussi en retraite. C'est une chose que j'ai voulu faire, de faire une retraite de 10 jours avant de mettre les participants dans une retraite pour voir qu'est-ce qui s'y passait. Mais forcément, ça va influencer les hypothèses qu'on a de recherche, même si on essaie d'être le plus neutre possible et de baser ça sur d'autres textes, sur la discussion entre nous, entre chercheurs qui méditons, en faisant appel aussi à des experts en méditation, comme Stéphane, par exemple, pour nous guider un peu sur qu'est-ce qui est intéressant en fait, de regarder dans la méditation. Mais voilà, je pense que c'est plus parler ça à Stéphane ou Oussama aussi, qui a une expérience de méditation un peu plus avancée que moi. Ok, merci Arnaud. Oussama, je ne sais pas si tu veux rebondir, et Chloé aussi. Oui. Avant de rebondir là-dessus, moi j'aurais une petite question pour toi, Margot. Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entendais par quand tu disais que tu avais l'impression que la recherche sur méditation s'intéressait essentiellement aux effets secondaires? Qu'est-ce que tu entendais par effets secondaires? Effets secondaires, qu'ils soient positifs ou négatifs ou neutres finalement. Que ce soit la réduction du stress ou de l'anxiété ou les effets adverses. J'avais cette sensation que c'était pas la recherche finalement sur la méditation, mais sur, en fait, c'est pas pour ça qu'on médite, mais c'est des effets secondaires quelque part du fait de méditer. Mais peut-être que je suis pas du tout dans le juste, c'était ma vision. Donc d'une certaine manière que ça rate l'essentiel. Oui. Moi, je vais pas chercher à te contredire. Je pense que, effectivement, Antoine me dit dans le documentaire, c'est un champ de recherche qui est tout jeune, 40 ans à l'échelle
d'un programme de recherche ou d'une discipline, c'est pas si vieux. Surtout qu'on a une phase initiale très lente, très confidentielle, très marginale. Ça fait vraiment que 20 ans en fait, que la recherche en méditation a vraiment décollé. Et donc, je pense comme tout champ de recherche, on se questionne perpétuellement sur quel est l'objet de la recherche exactement. En même temps qu'on cherche à étudier, on remet en question ce que l'on étudie. Donc, oui, on a eu une discussion un jour avec Mathieu Ricard qui nous a fait remarquer que toutes les mesures qu'on utilisait, enfin, aucune d'entre elles n'allait au cœur de ce que était vraiment la méditation, finalement. Et on aurait eu du mal à contester ça. Donc, il y a eu notamment une phase où on a beaucoup parlé de l'attention et de la concentration, où la méditation était présentée comme une technique d'entraînement à l'attention. Effectivement, il y a des pratiques attentionnelles. Antoine en parle aussi comme d'une des familles de pratiques qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, mais qui sont pas des finalités en soi, en général, hein, qui sont vraiment des pratiques préparatoires à d'autres pratiques de méditation ensuite. Voilà, on a beaucoup de choses à dire, mais sur la question des effets secondaires, dans le documentaire, j'ai oublié son nom, il y a un médecin-chercheur qui... Jean-Michel Constantin. Voilà, merci. Qui dit à un moment, s'il y a des effets de la méditation, des effets physiologiques de la méditation, et il y en a, alors il y a nécessairement des effets secondaires. Et donc il établit un parallèle assez clair, je pense, hein, si j'ai bien compris, avec les médicaments. Si un médicament a un effet cible, qui est l'effet voulu, alors tout le reste, c'est des effets secondaires. Ils peuvent être plus ou moins négatifs ou délétères. Je pense que dans le cas de la méditation, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus difficile à définir parce que déjà, poser des mots et définir clairement sur ce qu'est l'effet primaire, en fait, c'est pas évident. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis ça va dépendre de ce pourquoi les gens viennent en fait. Si on vient pour réduire son stress, alors on a l'impression que n'importe quelle expérience qu'on peut faire au cours du MBSR ou au cours d'une pratique de méditation qui va nous induire un petit peu de stress, c'est un effet secondaire négatif. On ne fait pas les choses correctement. Et ça, je pense que c'est un piège, comme Stéphane l'a expliqué à plusieurs reprises. Et donc voilà, et puis il y a des tas d'expériences qu'on peut faire, notamment dans des formats assez intensifs, pratique de la méditation. Donc là, je pense plutôt à des formats traditionnels où on est isolé pendant, sans parler de 3 ans, hein, mais on est isolé pendant 1 semaine, 10 jours, on pratique la méditation pendant plusieurs heures par jour, on peut être en silence complet, donc on est vraiment avec soi, avec sa pratique. Dans des formats comme ça, il peut y avoir des expériences qui sont inordinaires, on va dire, inhabituelles, et qui peuvent être troublantes. Est-ce que ce sont des effets secondaires pour autant? Pas nécessairement. En général, les enseignants insistent sur le fait qu'il ne faut pas y prêter plus d'attention que ça, que ça passe comme tout le reste, et voilà. Et il y a des expériences qui font partie du travail. Donc, quand on commence à prendre conscience de choses qui étaient souterraines, comme disait Stéphane, ces choses-là vont se mettre à émerger. On peut passer par une phase effectivement d'anxiété ou de stress ou de choses de ce genre. Ça paraît contraire à ce que l'on recherche par la méditation, mais c'est un travail qui est nécessaire. Merci beaucoup, Oussama, notamment de faire ce parallèle avec, oui, en fait, on part de ce qu'on connaît finalement, étudier les médicaments avec cette méthodologie, voilà, au contrôle, d'étudier un effet notamment et quelques effets secondaires. Et en fait, voilà, on a les limites de cette méthodologie-là et qui n'est pas suffisante en fait pour embrasser sans doute les effets déjà des médicaments, mais encore moins peut-être de la méditation. Donc merci de pointer ce parallèle. Je ne sais pas si Stéphane, tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à cette discussion. Non, je suis toujours impressionné d'entendre Arnaud, Oussama, en train de nous discuter.
Je bois ça, mais vraiment avec plaisir. Merci, parce que je trouve qu'il y a une vivacité d'esprit, une clarté. On parle de méthodologie, on parle de plein de choses, mais en même temps, il y a cette... Oui, l'aspect du scientifique, de la recherche, de comprendre, de connaître. Et ça, quelque part, dans mon approche de la méditation, c'est ce que j'essaie aussi de partager avec les gens, c'est qu'on doit être curieux. On doit être curieux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Simple question. J'ai un esprit. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Ça nous a accompagnés depuis notre naissance, mais on ne s'est jamais posé la question. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce que c'est qu'une sensation? Voilà. Merci. Merci. Vraiment, ça me touche beaucoup de vous entendre. J'ai l'impression de boire voilà, tout ce qui est partagé. En fait, ça me touche beaucoup parce que le fond en tout cas, un des angles de vue là qu'on a voulu prendre avec Margot, c'est aussi le monde médical. Et qu'il y a quelque chose dans la recherche en général qui pourrait être juste être curieux finalement, être curieux à l'expérience, être curieux voilà. Et que finalement, on vient quand même un peu enfermer parfois dans un spectre particulier, dans un angle de vue, notre regard de chercheur, en fait, qui explore quelque chose. Et en médecine particulièrement, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de... un peu ce corps fermé, voilà, limité à un espace défini, et que c'est très compliqué de s'ouvrir, en fait, voilà, d'ouvrir son point de vue. Et finalement, avec ma petite expérience de chercheuse, hein, pour le coup, comme dit Arnaud, moi je minimise sur ça, c'est très compliqué d'aller étudier un phénomène, d'observer qu'on est nous-mêmes dans des cadres, en fait, qu'on se met nous-mêmes dans un cadre quand on va étudier quelque chose, de l'angle de vue enfermé dans lequel on se met, et en même temps de pouvoir s'ouvrir à d'autres perspectives. Voilà, je veux montrer ça ou j'aimerais explorer ça, mais quelles sont voilà, toute la diversité des points de vue que je peux prendre, et aussi d'être confronté au cadre systémique dans lequel on évolue. C'est-à-dire, certains ont parlé de la recherche à la première et à la troisième personne. Moi, c'est vraiment le sujet de ma thèse, c'est ce qui me fascine, cette idée de première et troisième personne. Et en même temps, qu'est-ce que c'est compliqué de parler à voilà, des chercheurs scientifiques plus quantitativistes, des chercheurs qualitativistes, enfin, en fait, de mettre en lumière tous ces angles de vue. Et donc, parfois, peut-être avoir l'humilité juste de se dire je fais ce choix de regarder juste ce petit angle de vue sans être trop dans une vision globale. Et donc, ça me fait penser, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser vous avez dit tout à l'heure, aux pratiques attentionnelles et aux pratiques ouvertes. Et j'ai l'impression que la posture du chercheur, en fait, elle passe son temps à faire ça, entre quand est-ce que je suis focalisée et quand est-ce que je m'ouvre, et voilà, et à osciller entre les deux. Donc, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de questions ce soir aussi sur... ou peut-être pour les personnes qui ne sont pas du coup dans le domaine scientifique pur, en fait, c'est d'observer pourquoi on aimerait avoir telle ou telle preuve, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça vient nous chercher d'avoir telle ou telle preuve, et aussi d'avoir beaucoup d'humilité sur en fait, la recherche, c'est un processus en soi qui est très long et très complexe, et voilà, et qu'on n'a pas forcément les réponses, en fait, à ce qui est là à étudier, quoi. Mais bon, c'est passionnant et c'est passionnant. Ouais, merci Chloé. Peut-être pour rebondir par rapport à ce que tu dis et qui me... je vais devoir y aller. Du coup, je vais déjà merci Chloé pour ce point qui je partage tout le temps. Et, ouais, je suis d'accord. Je vais vous laisser le résoudre entre vous. Je dois y aller, désolé. J'ai négocié un peu le temps. Merci beaucoup à vous pour le documentaire et cette très très belle discussion. Merci Arnaud. Merci aux personnes qui sont jointes à nous. On va bientôt terminer. Toutes tes ressources qui sont Bonne soirée. du MOOC.
peut-être ce qui me vient pour peut-être voilà, donner un petit exemple par rapport à cette curiosité. Si voilà, Stéphane, Oussama, Chloé et peut-être Angela aussi qui est une invitée surprise ce soir, de comment chacune d'entre vous pourrait répondre par rapport à ce que vous étudiez à cette question de répondre aux personnes qui pensent que la méditation consiste en la suppression des pensées. Voilà, qu'est-ce que c'est du point de vue de l'instructeur de méditation, du neuroscientifique, de plus la chercheuse en psychologie, plutôt la chercheuse en littérature. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'emmener pour montrer finalement un peu la diversité des réponses et des angles de vue et des difficultés qu'on peut rencontrer. Je vais me lancer, si je peux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui pensent que la méditation, c'est de réprimer, de refouler les pensées, les émotions? Moi, je leur dirais, c'est déjà ce qu'on fait déjà toute notre vie, la plupart du temps. Et on voit que ça ne fonctionne pas. La méditation, c'est plutôt s'ouvrir à ce qui est, à notre expérience d'être humain, totalement. Et commencer à la découvrir, commencer à questionner, commencer à observer, à être curieux de ce qui se passe réellement dans mon expérience d'être humain. Et découvrir aussi des qualités inhérentes dont je parlais tout à l'heure, la qualité d'attention, la qualité d'ouverture, la qualité de compassion, d'empathie et de discrimination aussi, de discrimination dans le sens de percevoir clairement les choses telles qu'elles sont. Merci beaucoup Stéphane. Oussama, est-ce que tu as peut-être des exemples plus, disons, attendus par des chercheurs quantitativistes peut-être ou d'autres que tu as envie de partager? Non, sur ce genre de questions, est-ce que la bonne méditation, c'est méditation où les pensées s'arrêtent? Je pense que effectivement, les enseignants sont les plus placés pour répondre. Stéphane l'a très bien fait. Je peux rajouter plus comme une boutade, d'un point de vue neuroscientifique, c'est que le cerveau, il ne s'arrête jamais de fonctionner, en fait. Le jour où il s'arrête, vous êtes mort, a priori. Il ne s'arrête pas pendant le sommeil. Donc, bon courage pour l'arrêter pendant l'éveil. Donc, voilà. Merci, Oussama. Je ne sais pas si Angela, tu n'es pas obligée. Hein, mais oui. Merci. C'est intéressant. Comment on pourrait dire par rapport aux pensées, déjà, ce qui me vient à l'esprit, c'est être dans l'observation, dans l'auto-observation, comprendre que c'est un flux, un flux de pensées qui est là, qu'on observe. Et ce qui est intéressant, et ça on retrouve ça dans la littérature ancienne aussi, c'est de ne pas être toujours dans dans tout ce qui est mental, dans tout ce qui est extrêmement rationnel ou dans la logique tout le temps. C'est-à-dire que cette pensée qui... tout à l'heure, tu en parlais, Chloé, aussi de faire toujours des cadres bien précis, ou de savoir contrôler, voilà, l'idée du contrôle des pensées, contrôle du cadre où émergent ces pensées, contrôle aussi de est-ce que c'est une bonne pensée, une mauvaise pensée. Je pense que là, on est vraiment dans un faux chemin qui nous conduit à très peu de bienveillance envers nous-mêmes aussi. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'à travers cette observation des pensées, ce qui serait intéressant, c'est justement de lâcher prise sur ces dualismes, ces discriminations dans les pensées et observer ce qui se passe, être vraiment dans l'ouverture et voilà, laisser vraiment nous traverser par cette richesse qui est à nous, ces vagues successives. Donc, moi, je pense que on ne peut pas, voilà, c'est évident qu'on ne peut pas arrêter les pensées,
mais voilà, être dans l'émergence. Voilà, cette idée d'émergence. Laisser émerger quelque chose de très profond en même temps et d'explorer. Donc accueillir, reconnaître, explorer et transformer. Merci beaucoup, Angela. Permet de faire un petit teasing pour le prochain épisode et pour le fait qu'on te retrouvera la semaine prochaine. Merci encore énormément à Stéphane, Oussama et Arnaud d'avoir participé avec nous ce soir. Merci à Eugénie pour la technique et à Alexandra aussi qui nous accompagne sur le chemin pédagogique sur Fun. J'espère que voilà, vous pouvez aussi explorer à votre rythme le chemin sur la plateforme Fun. Et merci d'avoir accueilli ces petits incidents techniques ce soir et de nous suivre. C'est toujours un grand plaisir voilà, d'avoir vos retours, vos remarques et on espère que voilà, ça vous rend curieux. Merci beaucoup Margot pour l'invitation et surtout pour tout votre travail à tous les trois et puis toutes celles et ceux qu'on ne voit pas. Et moi j'ai pu voir les documentaires, c'est vraiment un super travail que vous faites, donc très bonne continuation à vous. Merci beaucoup Oussama. Merci. Merci vraiment à vous. Merci à tous. Margot, Chloé, tout le monde et bravo pour ce projet. Je trouve ça très très intéressant et très riche. Donc, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci. Belle soirée à tous et à toutes et à bientôt sur ce chemin. Eugénie, tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux.